questions auxquelles personne ne répond de manière claire sont celles qui hantent le plus l'esprit humain. Pourquoi le panafricanisme n'a-t-il pas réussi jusque-là à rendre l'Afrique son autonomie réelle, telle qu'espérée par des milliers d'Africains qui y croient? Pourquoi, au-delà des espérances, le panafricaniste continue-t-il à accuser l'Occident d'être la source principale de tous les malheurs des Africains? Ne voit-il pas ce que font les Chinois et autres prédateurs installés sur les continents noirs tels que des Sangsu? Si le panafricanisme est un combat, pourquoi le panafricaniste n'œuvre-t-il pas plus efficacement à conquérir une forme d'autonomie plus réelle pour l'Afrique, au lieu de continuer à la revendiquer comme si elle devait être un don de l'Occident? À juste titre, Lumumba disait « L'indépendance du Congo n'est pas un don de la Belgique, mais un droit fondamental du peuple congolais. » Accuser l'Occident n'est-il pas là une forme de panafricanisme victimaire et irresponsable qui voit la poutre dans l'œil impérialiste de l'Occident et qui ferme les yeux sur la poutre dans l'œil complice et incompétent des dirigeants africains? Un personnage a dit « Vous n'êtes pas un perdant tant que vous ne cherchez pas un bouc émissaire à reprocher dans la situation que vous traversez. » Cela dit, les nations en développement n'ont vraiment personne à reprocher par le niveau atteint par leurs affaires, sinon que l'incompétence de leurs propres dirigeants. Un adage dit « Aucun peuple n'est mieux que ses élites. Aucune société n'est meilleure que les dirigeants qui la gouvernent. » Sinon, pourquoi dans certains pays africains où les dirigeants font des efforts, les choses semblent évoluer au mieux et pas dans d'autres? À mon humble avis, nous ne sommes pas en arrière parce que nous sommes noirs. Nous sommes largement en retard parce que nous sommes aveugles. À titre d'exemple, il existe des banques de données scientifiques qui prouvent à suffisance que l'Afrique est un continent immensément béni et riche, doté d'immenses ressources naturelles. C'est un paradoxe qui ne peut trouver son explication que dans une déliquescence dramatiquement avancée de l'élitisme politique africain, que de trouver dans ce même continent des multitudes qui croupissent encore dans la pauvreté et qui vivent en dessous du seuil de la misère. Donc, si l'Afrique est en arrière, ce n'est pas parce que nous sommes noirs, mais parce que nous avons été aveuglés par une élite néocoloniale totalement acquise aux intérêts de l'Occident. Malcolm X a dit quelque chose de pertinent. Il existe des esclaves des maisons et des esclaves des champs. L'esclave des maisons typifie l'élite africaine totalement acquise aux intérêts de l'Occident. Pour l'esclave des champs, il n'était pas question d'abolir l'esclavage. Il bénéficiait des largesses du maître. Il vivait dans la maison du maître. Il parlait la langue du maître. Il pensait comme le maître. Il rêvait son identité dans le système du maître. Il ne voyait pas la multitude qui croupissait dans les champs, qui n'avait aucun droit et qui dormait à la belle lune. La multitude des Africains qui souffrent typifie l'esclave des champs. Ils n'ont pas de droits. Même quand leur pays regorge d'énormes ressources, ils n'en jouissent pas. Pour eux, il faut mettre fin au système néocolonial et prôner la libération de l'Afrique. Ainsi, on se pose la question, qu'en est-il donc du panafricanisme? Disons que l'idée panafricaniste est un concept venant d'intellectuels et d'hommes politiques négro-américains ou afro-caribéens qui ont décidé de s'engager dans la lutte pour l'émancipation des Noirs victimes de la traite des nègres. Ce combat a eu lieu en Europe du début du 19e siècle jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette période correspond à la formation des élites africaines dans les métropoles coloniales ou en Amérique du Nord. Le panafricanisme gagnera l'Afrique seulement au milieu du XXe siècle. Ses précurseurs sont nombreux, nous en citons trois. Premièrement, Henry Sylvester Williams, 1869-1911. Avocat et écrivain britannique, il fit actif partisan du mouvement panafricain. En 1900, il convoqua une conférence à Londres contre, selon lui, l'accaparement des terres coutumières par les Européens.
Webb Du Bois affirmera plus tard que c'est cette conférence de Londres qui mit pour la première fois à la mode les mots panafricanisme. Deuxièmement, nous citons William Edward Burgard Du Bois, 1868-1963. Il est né le 23 février 1868 à Great Barrington, à Massachusetts, aux États-Unis d'Amérique. D'Alfred Du Bois, son père d'origine haïtienne, et de Marie-Sylvina Burgard Du Bois. Durant toute la moitié du XXe siècle, Webb Du Bois fut l'un des principaux intellectuels et activistes nord-américains. C'est dans cette optique qu'on lui attribua les titres de père du panafricanisme. On parle aussi de Marcus Garvey, né le 17 août 1887 à St. Anne's Bay, Jamaïque, et mort le 10 juin 1940 à Londres. Il est un militant noir du XXe siècle, considéré comme un prophète par les adeptes du mouvement Rastafari, d'où son surnom de Black Moses. En 1916, il arrive aux États-Unis où il rencontre les mouvements visant à l'émancipation des Afro-Américains. L'année suivante, en 1917, Marcus Garvey fonde United Negro Improvement Association, UNEI, l'association universelle pour l'amélioration de la condition noire. Sa devise était un Dieu, un but, une destinée. À l'origine, les mouvements panafricains ambitionnaient donc la renaissance, la libération et l'émancipation du monde noir. Le panafricanisme vise l'accomplissement des Noirs par l'égalité des droits avec le blanc, l'indépendance économique et politique. Cette idée se concrétisa lors du premier congrès panafricain avec la revendication par les Noirs du droit à disposer d'eux-mêmes ainsi qu'elle stipulait aussi la charte de l'Atlantique selon laquelle fut jugé les acteurs du nazisme allemand. Il faut signaler que Kwame Nkrumah, considéré comme le père du panafricanisme africain, fut lui-même profondément influencé aux États-Unis par Webb Du Bois et son idée panafricaniste, dont il deviendra plus tard le véritable promoteur en Afrique, avec Nnamdi Azikiwe et Jomo Kenyatta, avec lesquels il participa au 6e congrès du mouvement tenu à Manchester en 1945. À partir de là, le mouvement devint l'élément moteur de la lutte pour l'indépendance des États africains. 59 ans plus tard, que devient le panafricanisme aujourd'hui? Ces beaux rêves de l'indépendance, qu'est-il devenu 59 ans plus tard? L'Union africaine qui en est l'incarnation continentale, qu'en a-t-elle fait de ses rêves? Disons que l'Union africaine, largement inspirée de l'Union européenne, doit faire face à une situation diplomatique différente. Elle reste aujourd'hui partiellement inefficace et doit faire face à de nouveaux défis. L'ancienne organisation de l'unité africaine, qui avait comme objectif l'indépendance des pays africains, avait atteint son but. Lorsqu'elle a perdu sa raison d'être à la fin du XXe siècle parce que tous les pays africains étaient indépendants, l'UIA a vu le jour. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, quel est le but de l'Union africaine en tant qu'incarnation continentale du rêve panafricain? L'on se pose des questions. Que fait l'Union africaine pour concrétiser ses rêves, ses combats d'émancipation des Noirs? D'autant plus que le néocolonialisme bat son plein. À l'aube des indépendances africaines, l'impérialisme a installé au pouvoir tous ses pions, l'esclave des maisons, pour pouvoir pérenniser sa domination. Le panafricanisme a-t-il de beaux jours devant lui? Incarne-t-il cet idéal d'émancipation dont rêvent les Africains?